Le silence de l'orphelin. Dans cette histoire, je vous conterai l'histoire des péripéties de Thomas, qui se retrouve orphelin et est livré à lui-même. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour soutenir la chaîne. La mort, généralement, les mots ne suffisent pas pour décrire la douleur que l'on ressent au départ de l'être aimé. Cette douleur parfois nous poursuit tout au long de notre vie. La perte de nos parents est doublement plus douloureuse, encore plus quand ils sont partis trop tôt. Thomas est né de l'union de Sophie et d'André. Leur relation avait débuté pendant leur cursus scolaire. D'abord par une puissante amitié, puis comme une chenille qui migre en un magnifique papillon, leur relation a migré. Leur histoire a traversé bien des torrents, qui ont fait vaciller leur couple, mais ne l'a pas le brisé. Sauf que 2 ans après la naissance de Thomas, un après-midi Sophie fut appelée d'urgence au chevet d'André, qui avait eu un malaise à son lieu de service. À peine est-elle arrivée à son chevet, que c'était la fin. Pour Thomas, cette époque-là était très floue, il ne se souvenait pas de grand-chose. Du peu qu'il se souvenait, quand l'on a déclaré la mort de son père, les jours qui ont suivi les éclats de voix n'ont pas cessé à la maison entre les deux familles. Les funérailles et les rites d'usage ont été faits en quelques jours. Malgré cela, les éclats de voix ne cessèrent pas point. Sophie et son fils durent déménager dans une ville voisine, les jours qui suivirent. Sauf que 5 ans plus tard, elle tomba gravement malade, ne pouvant plus s'occuper de son fils, ils durent retourner dans leur ancienne ville, pour avoir l'assistance de la famille. Ce matin-là, c'était son premier jour de classe, dans sa nouvelle école, sa maman, qui n'arrivait plus à se lever du lit, avait tenu à le faire, et l'on l'installa assise sur le porche de la maison, pour qu'elle puisse le voir partir. Avant qu'il ne parte, sa mère lui dit en larmes qu'elle était désolée, et qu'il devait être fort, quel que soit ce qui arrivera. Et le serra très fort dans ses bras. L'école était située à 10 minutes à pied de la maison. Pendant tout le temps de marche, les mêmes questions revenaient. Il se demandait pourquoi ces mots, et qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire. Bizarrement, quelque chose lui disait au fond de lui que quelque chose de grave allait lui arriver. Et il ressentait d'une part comme une grosse tristesse, qui envahissait tout son corps, mais d'autre part, le fait que sa maman avait pu s'asseoir sous le porche le réconfortait, et il voulait croire qu'elle était en train d'aller mieux. À peine sa classe avait commencé qu'au loin, on entendit des cris de lamentation. Après une pause et un lourd silence, la classe continua son cours tant bien que mal. Point à l'instant, Thomas fit une prière, pour demander aux cieux, que ce ne soit pas sa mère. 30 minutes après, un des frères à sa maman se présenta à la porte de la classe, il parla quelques secondes avec l'enseignant. Et celui-ci devint d'un coup livide, avec une voix légèrement tremblante, il lui demanda de faire ses affaires, et de suivre son oncle. Pendant qu'il s'exécutait, la salle de classe était devenue tout d'un coup silencieuse, même le bruit de respiration était inaudible. En sortant, il jeta un dernier coup d'œil à ses camarades, et vit de la tristesse et de la pitié peint sur tous les visages. Car seul un décès ne pouvait justifier cette action-là. Sans que l'on ait dit un mot, il sut à l'instant que ce ne pouvait être que ma mère. Il a voulu d'abord se dire que peut être l'état de sa mère, c'était juste aggravé, mais quand il a regardé l'expression du visage de son oncle, tout de suite mon corps s'est glacé. Ses pas étaient devenus plus instinctifs que volontaires. Au même endroit où ce matin elle s'est tenue pour me prendre dans ses bras, c'est à cet endroit même que gisait son corps étendu couvert d'une couverture blanche. Mon oncle souleva le drap que je puisse la revoir pour que l'on puisse aller confier son corps au service funèbre. Dès que je la vis, des larmes commencèrent à couler silencieusement sur mes joues. J'étais tenue là, debout près du corps, aucun son ne sortait de ma bouche, j'en avais pas aucune pensée non plus, tout était devenu noir, point juste des larmes. À un moment que je ne sais dire, je me suis assis auprès d'elle en fixant le drap blanc qu'on avait réajusté sur son visage, après me l'avoir montré. Soudain, 2 voitures noires et un corbillard entrèrent dans la cour. Une dizaine de personnes y sortirent, parmi elles, ma grand-mère, ma tante et mon oncle du côté de mon père.
Les voir là, à l'instant me faisait peur, car j'avais compris avec le temps que ma mère avait décidé de s'éloigner dans une autre ville pour échapper à quelque chose qui créait des tensions entre les deux familles. Directement un oncle à ma mère et patriarche de sa famille se dirigea vers la famille de mon père. Et tous allèrent s'asseoir dans le salon de la maison. Curieusement, il n'y eut aucune montée de voix et leur aparté ne dura pas plus de quelques minutes. Ils ressortirent de là, et la famille de mon père porta le corps de ma mère et l'installa dans le corbillard. Mon oncle qui était venu nous chercher à l'école m'emmena dans la chambre où mes affaires étaient posées et me demanda de les rassembler. Pendant qu'on le faisait ensemble, il me dit qu'à présent je devais aller vivre dans la famille de mon défunt père, que je devais faire tout ce qu'on m'y demandait là-bas. Que je devais être fort. Ce même mot encore. L'atmosphère aidant, j'avais vite compris que ça ne servait à rien de geindre. Rien ne serait plus pareil. Les affaires furent vite faites et le cortège prit la route. La semaine qui suivit, les funérailles et rites d'usage furent faits. La décision fut prise que je devais habiter chez ma tante. Mon défunt papa était l'aîné d'une fratrie de 3 dont 2 garçons et une fille. La fille était la dernière. Elle était mariée et de cette union eut 2 enfants dont un garçon et une fille, de respectivement 9 et 5 ans. Il était issu d'une famille extrêmement riche et mon père avait succédé à son défunt père à lui. J'étais trop content de savoir que je serais avec des enfants du même tranche d'âge que moi. Que les choses devaient être moins difficiles. La maison était luxueuse, de grands espaces lumineux, des matériaux nobles en marbre, de bois précieux et de verre, et une architecture élégante aux lignes harmonieuses. Elle offrait une vue dégagée, des pièces ouvertes, une décoration raffinée, et des équipements haut de gamme qui allient confort, modernité et sérénité. On pouvait aussi compter Moussa qui faisait office de gardien et Marie la dame de ménage. Moussa et Marie étaient dans la cinquantaine, des personnes très souriantes et avenantes. À mon arrivée à la maison, le ton a été vite donné. Ma tante me demanda d'installer mes affaires dans la buanderie, où était installé un vieux matelas sans drap dans un coin. La salle était étroite, à peine éclairée, très froide et sans fenêtre. Ma tante m'appela après que j'ai déposé mon sac auprès de ma couche. Je l'ai rejoint au salon où elle était assise sur un canapé. Ma tante était une femme d'une 40aine d'années, très jolie avec des traits fins avec une allure très élégante. Le discours que ma tante me tint résonna des années durant dans ma tête et la phrase « Il faut être fort » a pris tout son sens. Elle me dit ce jour-là que ma mère n'était qu'une roturière qui avait jeté son dévolu sur son frère pour le spolier de son héritage. Et qu'elle ne pouvait pas avoir une autre fin que celle-là. Elle doutait fortement du lien de sang qui pouvait m'unir à elle, car je n'avais aucun trait de ressemblance avec leur famille. Du coup je vivrais certes sur toi, mais je devrais participer d'une manière ou d'une autre. M'informa qu'au décès de mon père, ma mère et moi devrions aller vivre chez un des cousins à mon père, question de conserver l'héritage de leur frère dans tous les sens du terme au sein de la famille. Mais que ma mère avait catégoriquement refusé et avait fui cette coutume, elle a été frappée pour son outrage et que c'était bien fait pour elle. La rente qui m'était destinée mensuellement servirait pour la gestion des charges qui étaient liées à moi et servirait aussi de dédommagement pour la gêne occasionnée par ma présence. Que je devrais m'estimer heureux qu'elle accepte ma présence chez elle. Du coup, chaque matin je devais me lever avant le lever du jour et assister Marie pour les travaux ménagers de la maison avant d'aller à l'école. Au retour de l'école, assister Moussa pour le lavage des véhicules et la lessive chaque jour, je devais aussi assister Marie pour le reste des travaux.
Aussi parmi les règles émises je devais appeler les membres de la famille par leur titre soit madame ou monsieur. Car je n'avais pas la légitimité d'appeler autrement les membres de cette famille. Et quand le travail prendrait fin je pouvais alors aller me reposer. Car comme elle me l'a maintes fois répété, ma présence devait être justifiée. Tous ces mots m'arrivaient comme des flèches. Mais que pouvais-je bien faire ou dire? Qui pourrait prendre ma défense? À qui pourrais-je me plaindre? Je savais que j'étais perdue. Même du côté de ma mère, je ne pouvais même pas demander de l'aide là-bas. Car tous chuchotaient avant que ma mère ne meure, que ce qui lui arrivait était une conséquence à sa têtudesse, et de son manque de discernement. En se refaisant le film de leur départ, avec le corps sans vie de ma mère sans protestation de leur côté. J'étais perdue. J'étais seule. Je devais être fort. Aucun autre choix ne s'offrait à moi. Les invectives terminées, je pus disposer. Ce soir-là, dans un silence plutôt gêné, je pris mon repas avec Marie, toute son expression dégageait de la pitié à mon égard, et après que toute la maison ait mangé, que l'on ait débarrassé, je fis la vaisselle. Pendant que Marie s'attelait aux autres tâches. Après cela, on me permit de prendre congé. Ce soir-là, étendue sur ma couche, la conversation avec madame tournait en boucle, je me suis demandé quel crime j'avais bien pu commettre pour payer un aussi grand tribut. Où allais-je bien pouvoir trouver la force de subir en silence? Les larmes avaient tari, rien n'arrivait plus à couler. Est-ce que c'était vrai que ma mère avait préféré mourir et m'abandonner à ceci que d'épouser ce cousin dont madame parlait? À ça seulement il refusait de croire. Elle n'aurait jamais souhaité ça pour lui. Comment est-ce que c'était possible? Fallait être fort. Le lendemain, bien avant le premier chant du coq, Thomas avait déjà été réveillé, et commença ses tâches, comme l'on le lui avait exigé. Après que les jeunes patrons étaient partis, là seulement il avait le droit de s'apprêter en vitesse, pour aller aussi à l'école qui était située non loin de la maison. Dès le premier jour, il avait compris que s'il voulait avoir une chance de s'en sortir, il se devait d'être le meilleur à l'école. Et ceci, seulement pendant le temps de l'école, car à la maison, il ne voyait pas à quel moment il pouvait réviser et faire ses devoirs. La seule chose que madame voulait le voir faire à la maison c'était de faire des tâches ménagères, elle avait été à suffisance claire. En après-midi, je devais me dépêcher de rentrer, avant que les petits patrons soient de retour, car c'était à moi d'aider pour le goûter. En bref, l'école ne justifierait jamais mon absence quelle que soit l'heure de la journée. On lui avait bien prévenu que si par un quelconque hasard cela arrivait, il arrêterait prématurément son cursus scolaire. En soirée, après avoir apprêté et servi le repas, il pouvait dîner avec Marie. C'est dans cette routine qu'il continua pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Tout prétexte au début était bon pour lui donner une raclée, un verre cassé, être 2 minutes en retard dans une tâche, une plainte des petits patrons, une éraflure quelque part, même, le mauvais temps pouvait compter comme motif. Au fil du temps, les coups ne faisaient même plus mal, tellement il en avait reçu. Les paroles alors, qui au départ, fissuraient peu à peu son être, ne lui faisaient plus rien. Il était devenu insensible à toute forme de souffrance que l'on lui infligeait. Le point positif était que Marie et Moussa étaient devenus des êtres très chers à son cœur. Quand il était malade, c'était eux qui prenaient soin de lui pour lui donner, soit des cachets, soit à manger. Car madame n'en avait cure, comme elle le répétait, le meilleur cadeau que lui pouvait la faire était de mourir. Quand il était perdu, eux avaient les mots qu'il fallait pour lui remonter le moral. Après une énième bastonnade, ils étaient là, à l'abri des regards, pour panser ses plaies. Ils se sont comportés pendant des années, comme ses anges gardiens. Même quand il était interdit de manger pendant des jours, ces anges s'arrangeaient toujours à ce qu'ils ne dorment pas affamés. Ils étaient là,
même pour célébrer ses victoires. Pour lui l'école était sa buée de sauvetage, il y excellait tant, et si bien qu'il lui fut proposé une bourse, pour aller continuer ses études à l'étranger. Tout frais payés. À l'allusion de cela à sa tante, comme il pouvait bien s'y attendre, elle refusa catégoriquement. Ses anges gardiens lui conseillèrent de ne pas laisser tomber, que c'était une aubaine à ne pas laisser passer. Avec leur aide, car ils se firent passer pour ses tuteurs. Tout se passa bien. Tout fut apprêté en catimini. Le moment de partir arriva. Il s'échappa de la maison tel un voleur en silence, sans ouï dire, quand la maisonnée était endormie sauf Marie et Moussa. Il fut accompagné pour son vol par Marie. Tout ceci dans un silence olympien. Durant tout le vol, sa vie défilait devant ses yeux, la perte de ses parents, le discrédit sur la vie de sa mère. Toute la souffrance et maltraitance, qu'il a subie. La seule étincelle de lumière dans sa vie était Moussa et Marie. C'étaient eux ses piliers. À l'étranger, il savait qu'il ne pouvait sous aucun prétexte se louper. Il arrivait à allier école et petit boulot. De plus, il excellait tellement dans ses études, que les bourses pleuvaient de toutes parts. Toutes les écoles voulaient l'avoir. Pendant ce temps, Marie et Moussa, après que Madame ait compris ce qui s'était passé, ont été chassés de leur travail. Ayant eu vent de cela, ils s'arrangeaient à subvenir à leurs besoins. Leur présence dans sa vie, pour lui, était inestimable. Il évolua dans son domaine à mi-fin de ses études, il fut embauché par une grande multinationale, et eut un salaire tellement élevé que cela semblait grotesque. La vie de Moussa, Marie et de leur famille changea du tout au tout. La pierre rejetée était devenue la pierre angulaire. Il n'oublia jamais ce qu'il avait vécu. Mais il comprit une chose essentielle, la maltraitance ne définit jamais une vie. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker, vous abonner et de partager pour ne pas rater la suite de cette histoire. À savoir, qu'est-ce qui avait réellement causé la mort de sa mère? Puisque le karma existe, qu'est-il arrivé à la famille de Madame, et à ses enfants? Que sont devenus